Vous écoutez Gisèle Halimi, La cause des femmes, épisode 2. Pour adoucir son image de femme de loi, Gisèle Halimi ouvre sa porte aux journalistes, qui présentent aux spectateurs une famille aimante et moderne, très loin de celle dans laquelle l'avocate a grandi. De quoi? Ça, tu vois, j'ai écrit un journal, là. C'était un dimanche, quand j'étais... Alors, par exemple, sur Maître Halimi. Oui, les femmes ont le droit de mettre du beurre dans leurs épinards. Ça, c'est ma déclaration. Oui. Vous abordez un problème comme celui de l'avortement devant Emmanuel. Claude Faux, mari de Gisèle Halimi. Pourquoi pas? C'est normal Bien sûr. pour vous? Oui, il est grand. Vous êtes mêlé, vous aussi, à la bataille de l'avortement? Oui, parce que c'est pas une bataille seulement de femmes. C'est certain. Il faut sans doute aider les femmes pour s'aider soi-même. Je veux dire, Aragon a dit la femme est l'avenir de l'homme. Moi, je crois que c'est assez vrai, parce que si toutes les femmes étaient pour les hommes des interlocuteurs valables, la vie serait peut-être mieux. Pour beaucoup d'hommes. Pour tous les hommes, je crois. Mais tous les hommes ne partagent pas la vie du compagnon de Gisèle Halimi. En pleine période de libération sexuelle, le corps des femmes est particulièrement exposé au regard des hommes. Il leur faut dire non. Nous ne sommes pas des objets. Gisèle Halimi entend ouvrir les yeux d'une société qui ne veut pas l'admettre, en s'emparant d'une affaire emblématique, celle de deux jeunes femmes homosexuelles violées, Anne Tonglet et Araceli Castellano. Tout a commencé en août 1974, dans la calanque de Morgiou, à Marseille. Les deux jeunes femmes en vacances font du camping sauvage. Elles sont accostées par trois hommes très entreprenants. Ces derniers se font rabrouer. Ils repartent frustrés, mais reviennent le soir avec la ferme intention de donner une leçon aux jeunes femmes. À leur arrivée, elles résistent. Le ton monte, ça dure toute la nuit, et toute la nuit, elles sont agressées, brutalisées, violées. Jean-Yves Halimi, avocat et fils de Gisèle Halimi. Les jeunes femmes portent plainte. La justice requalifie ce viol en simples coups et blessures et renvoie le dossier en correctionnel comme un simple excès de vitesse ou un vol à l'étalage. La première impression que nous avons eue en rentrant tout de suite après les faits en Belgique... Araceli Castellano, cliente de Gisèle Halimi au procès du viol en 78. C'était une impression de dévastation complète, de vide. Appelée au secours par les deux victimes, Gisèle Halimi prend en charge l'affaire. Elle refuse cette justice à la va-vite qui abaisse les femmes et leur dignité. L'avocate s'insurge et réclame les assises. Elle a obtenu gain de cause, et donc ces trois individus ont été jugés devant une cour d'assises pour le viol, qui a pris son statut de crime. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un procès exemplaire qui s'est ouvert aujourd'hui aux assises des Bouches-du-Rhône. Exemplaire parce qu'il s'agit de viol et que le viol, jusqu'alors, se traitait presque toujours en correctionnel. Le procès s'ouvre enfin après 4 ans de procédure, le 2 mai 1978, devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône à Aix-en-Provence. Le jour même du procès, quand elles arrivent, c'est un moment d'une violence incroyable. Violaine Lucas, présidente de l'association Choisir. Gisèle est giflée, on leur crache au visage, etc. Et il y a des manifestations devant le tribunal, d'hommes notamment, qui soutiennent le violeur. Ça m'a rappelé un petit peu les tribunaux militaires d'Algérie, une hostilité épouvantable contre tout ce qui combattait le viol. Fidèle à sa stratégie de médiatisation, l'avocate s'adresse à l'opinion. Pour la première fois, le débat s'impose dans les médias. Le bâillon est en train de tomber et l'on voit enfin des femmes qui témoignent de la profonde blessure psychologique que provoque ce crime qui n'est pas reconnu comme tel. Et sur les plateaux télé, le pire côtoie le meilleur. Les femmes, elles ne veulent plus se taire. Les femmes, elles veulent crier qu'elles en ont marre d'être violées, elles en ont marre d'être battues, elles en ont marre d'être sifflées dans la rue, elles en ont marre d'être plottées et ainsi de suite. Et c'est ça aussi qui est important. Je crois qu'il ne faut pas être d'un pessimisme absolu et noir à ce sujet. On peut même se demander
si un certain nombre de femmes ne portent pas plainte parce qu'elles ont été tranquillement remises sur les rails d'une vie sexuelle normale, assouvissante, affectueuse et dans de bonnes conditions. C'est un scandale. Mais non, c'est pas un scandale. Écoutez, vous êtes jeune et belle, vous allez encore séduire des garçons et j'espère que vous aurez une vie heureuse. C'est tout frais, exactement. Comme si vous demandez à quelqu'un qui vient de se casser la jambe s'il a mal. Il vous dira, j'ai très mal à ma fracture. C'est ça le pire, il n'y a pas d'écoute, il y a une espèce d'indifférence au mieux. Il n'y a que dans l'opinion publique très populaire, si une femme a été violée, quelque part, elle a fait quelque chose. Elle est habillée trop court, elle est jolie, elle est jeune, elle a provoqué, elle a emmené des copains chez elle. Finalement, à un certain moment, elle a dû un petit peu consentir. Parce que dire, mais non, je me suis débattue, il y avait une arme, et il faut bien un moment ne plus se débattre ou alors on est morte. C'est ce que j'ai dit un jour, la seule violée honorable pour la cour d'assises, c'est la violée morte. Les violeurs sont défendus par les avocats Jean-Claude Simony et Gilbert Collard. Ils plaident l'innocence de leurs clients. Donc vous entendez d'ici la défense. Elles ont cédé, puis on a fait une fellation, puis ensuite on est allé sur la plage, et puis on a discuté. Tout se passait très bien, qu'est-ce qu'elles vont déposer plainte? Mais céder n'est pas consentir. Agnès Fichot, avocate, collaboratrice de Gisèle Halimi. Elles ont cédé dans l'angoisse de ne pas survivre à cette horreur. Mais il faut se poser la question, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on ne croit pas une femme? Pourquoi est-ce qu'elle se sent comme ça atteinte dans sa dignité? Eh bien, c'est parce que je crois que, contrairement à ce qu'on dit, le viol, ça n'est pas dans le sexe, mais c'est dans la tête. Les femmes ont été violées, qu'il y ait des guerres ou qu'il n'y en ait pas, on en a fait une main-d'œuvre. Il y a donc une culture qui fait que la femme, entre la femme et l'homme, il y a un rapport de force. Gisèle Halimi veut renouveler le procès de Bobigny. Elle convoque à la barre des témoins prestigieux, des hommes et des femmes de lettres, des femmes politiques de tous bords. Dernière journée du procès des violeurs à Aix-en-Provence. Pour bien montrer du doigt ce que ce forfait a de lâche et de traumatisant pour une femme, de très nombreuses personnalités de bords très différents sont venues aujourd'hui témoigner à Aix-en-Provence. Du tribunal, on est passé à la tribune. Cela a quelque peu agacé le président aux assises. On nous a dit, non mais attendez, là, on n'est pas en train de faire du show. On est en train de faire un procès pour ces trois-là. Alors votre procès de société, vous le ferez ailleurs. Eh bien, on l'a fait dehors. Nous avons cité des hommes, Pierre-Emmanuel, le professeur Minkowski. Pourquoi? Je voulais que des hommes viennent dire, comme ils l'ont dit, nous, en tant qu'hommes, sommes humiliés par le viol. Nous n'en voulons pas, ça nous concerne aussi. Dans cette région de la Méditerranée, il y a une espèce de consensus sur le fait que, comme on dit, on perce les femmes. Professeur Alexandre Minkowski, médecin. Et finalement, l'espèce de complicité masculine me paraît une insulte pour les hommes et pour la conception que nous avons de l'amour. L'enjeu du procès n'est donc pas de condamner 3 violeurs, mais de questionner cette culture du viol, cette virilité brutale, assise sur la domination d'un sexe sur l'autre. L'enjeu du procès, c'est l'espoir d'une longue révolution des rapports hommes-femmes fondés sur l'amour, le respect et l'égalité. Je voudrais qu'on comprenne que notre combat pour la liberté sexuelle, c'est précisément le contraire du viol. C'est le droit de choisir dignement notre partenaire qui nous choisira. C'est le droit de disposer de nous-mêmes. Et tout ce qui va dans le sens de la vraie libération sexuelle va à l'encontre du viol. Les jurés d'Aix-en-Provence ont dû prendre leur décision dans un climat peu propice à la sérénité. Le verdict est donc tombé hier soir. 6 ans de réclusion pour Petrilli, 4 ans de prison pour ses 2 complices. Gisèle Halimi a donné tout ce qu'elle pouvait pour ces 2 jeunes femmes. Elles ont su une bonne fois pour toutes qu'elles étaient des personnes qu'il fallait respecter, homosexuelles ou pas, et qu'on ne pouvait pas les avoir traitées comme elles l'avaient été. Après la contraception, l'interruption volontaire de grossesse, les députés ont aujourd'hui parlé du viol. À Aix-en-Provence, la femme que je suis a vraiment réalisé ce jour-là qu'il fallait bien du courage aux victimes pour porter plainte dans de pareilles conditions. Florence Darcourt, députée UDF de 77 à 88. La loi qui criminalise le viol
et voté le 23 décembre 1980. Terminée l'ambiguïté qui prévalait jusque-là. Désormais, tout acte de pénétration sexuelle, contrainte ou surprise sur la personne d'autrui, et pas seulement sur les femmes, constitue désormais un viol. Cette première victoire décisive, c'est à Gisèle Halimi qu'on la doit. Le vrai combat des femmes, il ne peut pas être ponctuel. C'est la recherche, c'est la compréhension. Le combat des femmes, c'est changer la société, changer les mentalités, changer les rapports. Gisèle Halimi est alors la féministe la plus en vue. Elle dénonce le pouvoir considérable qu'ont les hommes dans la société française et devient la cible de tous les machistes. Jusqu'ici, Gisèle Halimi a mené un combat politique en marge des institutions. Mais pour faire avancer plus rapidement la cause des femmes, l'avocate décide d'entrer en politique en créant son propre mouvement. Choisir présente 100 candidates lors des élections législatives de 1978. Des candidats du plus grand parti de France, celui des femmes, puisque vous représentez, vous les femmes, 53% de l'électorat français. Est-ce parce que les partis politiques qui existent vous ont déçus ou vous ont rejeté? Nous ne sommes pas des politiciennes. Nous sommes un groupe de femmes qui, les mains nues, les poches vides, commencent déjà à agacer. Nous avons constaté que nous étions les plus chômeuses, les plus smigardes, les plus discriminées. Tout ce que nous voulons, c'est surtout susciter chez vous toutes dans ce pays le sentiment qu'hélas les femmes n'ont pas, je ne leur reproche pas, elles ne l'ont pas parce qu'on l'a tué en elles, le sentiment qu'elles sont la plus grande force de ce pays. Les réunions font salle comble, portées par un véritable enthousiasme. Cette dynamique citoyenne nouvelle surprend le monde politique. Gisèle Halimi se retrouve confrontée à Simone Veil, son amie ministre, qui la met en garde. C'est une façon générale, Mme Simone Veil. Si vous pensez que c'est une bonne chose que les femmes se présentent, même en dehors des partis politiques. Alors, tout d'abord, comme nous sommes là face à face, Gisèle Halimi et moi, je voudrais dire que je ne voudrais pas qu'on nous oppose. Je n'aime jamais qu'on oppose les femmes entre elles. Je me sens féministe. Je crois qu'il y a un problème féminin. Moi, j'aurais plutôt eu tendance à essayer de travailler à l'intérieur des partis politiques. Je crois que Gisèle ne se fait pas tellement d'illusions. Je ne sais pas si elle pense avoir beaucoup de femmes qui sont élues par cette méthode. Nous avons surtout des certitudes. Et je crois que nous créons un événement pour les femmes. Je crois qu'il y a eu le vote des femmes en 44, par l'ordonnance 44. Et il y a eu en mars 78 100 femmes qui ont dit, eh bien, nous ne serons plus seulement des votants, nous voulons être des élus. Vous êtes sensible aux arguments des féministes? Aussi, oui. Mais vous ne comptez pas voter pour elles? Non, parce que je suis féministe, mais pas politiquement féministe. Je ne suis pas pour Madame Halimi. Ah bon? Non. Vous la trouvez excessive? Oui. Elle met trop de violence, trop de hargne. Mais le jour du scrutin, les listes Choisir ne rassemblent pas plus d'1,5% des voix. Comme souvent, quand on a tracé des routes, il y a des moments de grande solitude. C'est une leçon pour Gisèle Halimi qui cherche alors à convaincre un grand parti de reprendre ses positions. Parmi tous les candidats à l'élection présidentielle de 1981, un seul accepte l'invitation de Gisèle Halimi à débattre avec son mouvement. Vous avez, vous, accepté d'être parmi nous, devant 7 micros féminins, tout près de nos griffes. Franchement, quel effet ça vous fait? Dire que je me sens à l'aise serait présomptueux. Dire que je suis gêné serait faux. François Mitterrand, candidat à l'élection présidentielle de 81. Donc je me sens très bien. Je sais que j'ai affaire à des femmes responsables qui connaissent les sujets dont elles parlent. Gisèle s'était prise d'amitié pour François Mitterrand. Jean-Pierre Chevènement, homme politique et proche de Gisèle Halimi. Et Gisèle, il faut l'avoir connue, c'était une boule d'indignation. Et elle se méfiait des tentatives de récupération, tout à fait normales à mes yeux, de François Mitterrand. Malgré ses craintes, Gisèle Halimi accepte de lui offrir son soutien. Mitterrand avait un côté trop galant.
trop aimant les femmes pour être d'emblée féministe. Mais il savait que pour faire triompher sa cause, il avait besoin de ça. Je pense que le 21e siècle amènera une transformation profonde des mœurs, par le féminisme. Le 10 mai 1981, c'est la victoire. À titre symbolique, le Parti socialiste décide de soutenir Gisèle Halimi aux élections législatives. Et ça a été le début d'une carrière politique. Jean-Yves Halimi, avocat et fils de Gisèle Halimi. Mais ce n'était pas sa tasse de thé. Le 22 juin 1981, Gisèle Halimi est élue députée de l'Isère. On assiste à une grande première. Je suis une femme qui entre à l'Assemblée, mais je suis une femme qui entre à l'Assemblée avec sa voix de féministe. Pleine d'idéal, Gisèle Halimi entre dans l'arène politique, convaincue qu'elle va pouvoir enfin faire progresser la cause des femmes. Mais la tâche va s'avérer complexe. Elle n'était pas au groupe socialiste, mais affiliée au groupe du Parti socialiste. Donc elle s'est sentie un peu à l'écart. Vous savez, être apparenté à un groupe, c'est une situation difficile et ambiguë. Quand elle voulait faire entendre sa voix sur des sujets emblématiques, Emmanuel Faux, journaliste et fils de Gisèle Halimi. Elle se retrouvait souvent face au veto politique de ses chefs qui lui disaient non, pas maintenant, arrête tes simagrées, n'insiste pas. Au sein du groupe socialiste, elle ne s'entend pas très bien avec le président du groupe, qui considère qu'elle n'est pas gérable. Enfin, il emploie une expression de ce type. Et donc elle a dû vraiment batailler pour faire avancer certaines causes qu'elle a quand même fait avancer. On invente l'idée. Elle a pris sa place dans le débat sur l'abolition de la peine de mort dès l'automne 81, qui a été défendu par Robert Badinter. Et puis ensuite, elle a réussi à porter vraiment des propositions de loi qui sont devenues lois, sur notamment la dépénalisation de l'homosexualité. En 1981, l'homosexualité peut être encore punie par la loi. Avec fierté, la députée rapporte le texte supprimant les discriminations pénales pesant sur les homosexuels. Il ne peut pas y avoir de morale sexuelle de tous qui s'impose à la morale sexuelle de chacun. Discours à l'Assemblée nationale le 20 décembre 1981. Le deuxième alinéa de l'article 331 du Code pénal est abrogé. Le 27 juillet 1982, la France dépénalise définitivement l'homosexualité. En ce qui concerne l'émancipation des femmes, en revanche, François Mitterrand met les propositions de Gisèle Halimi de côté. La féministe voulait changer les choses de l'intérieur, mais elle découvre que le système politique la bâillonne. Elle se sent inutile et décide de jeter l'éponge. Elle quitte son mandat parce qu'elle sent bien qu'elle n'a pas la liberté de pouvoir faire ce qu'elle veut à l'intérieur d'un groupe majoritaire qui est aux manettes et qui pourrait accomplir de vraies avancées décisives et qui ne le fait pas. Violaine Lucas, présidente de l'association Choisir. Et ça ressemble pas à Gisèle Halimi. Refusant les compromissions, elle reprend ses combats en dehors des institutions. En automne 1989, à Creil, l'exclusion de 3 collégiennes refusant d'enlever leur voile en classe provoque la polémique sur la laïcité à l'école. Je discutais assez souvent avec ma mère en tête-à-tête. Jean-Yves Halimi, avocat et fils de Gisèle Halimi. Je me souviens d'un début du mois de novembre 89 où l'ordre du jour c'était le port du voile à l'école. J'ai eu l'impression que j'avais convaincu ma mère qui au début faisait mine d'être hésitante, d'hésiter, de dire mais oui mais est-ce qu'on va pas stigmatiser les musulmans, est-ce qu'il ne faut pas prendre une position plus pondérée, etc. Et en fait pas du tout, puisque le lendemain elle qualifiait le port du voile à l'école d'apartheid dirigé contre les femmes et qu'elle claquait la porte de l'association SOS Racisme qui adoptait à l'époque une position, on va dire, plus accommodante. Face au voile islamique, la majorité socialiste refuse de trancher. Cette indécision du gouvernement et le silence du président exaspèrent la féministe. Les relations entre Gisèle Halimi et François Mitterrand se dégradent.
C'est la charia, le foulard. C'est-à-dire la répudiation, la polygamie. Ça veut dire qu'une femme n'est pas une citoyenne à part entière, c'est un sous-être. Et nous, femmes françaises, pour lesquelles le combat pour la dignité de la femme a été si important et tout de même d'une certaine manière gagné, nous allons oublier tout cela et laisser nos amies musulmanes supporter ce laxisme qui, je dois dire, que je regrette du point de vue ce laxisme du gouvernement est tout à fait regrettable. En 1991, Gisèle Halimi rompt définitivement avec le président lorsque Mitterrand se transforme en chef de guerre dans la roue des Américains. Nous avons décidé l'envoi d'une brigade aéroterrestre en Arabie Saoudite. Discours de François Mitterrand en 1991. Et le ministre de la Défense, M. Jean-Pierre Chevènement, peut être reçu par le roi d'Arabie pour obtenir les accords nécessaires. Les années Mitterrand lui laissent un goût amer. Elle, qui lui reprochait d'avoir oublié les femmes, l'accuse désormais de trahir la gauche. Anatole France qui disait « on croit mourir pour la patrie et on meurt pour des industriels ». Moi je dirais « on vous dit que vous allez mourir pour le droit et on veut vous faire mourir pour le pétrole ». Gisèle Halimi a choisi son camp, celui de la paix et celui de Jean-Pierre Chevènement, le ministre de la Défense, qui refuse de marcher au pas. C'est à partir de ce moment-là qu'elle se tourne vers Chevènement, qui était un petit peu le poil à gratter de la gauche au pouvoir. Dans une tribune du journal Le Monde, elle l'appelle à démissionner pour reprendre le flambeau de la gauche. Moi, je l'appelle à être un des rassembleurs pour la gauche, dont je me réclame, pour la France, et je dirais pour lui aussi, car son sort m'intéresse. Beaucoup de choses nous rapprochaient. L'hostilité à une Europe néolibérale. Jean-Pierre Chevènement, homme politique et proche de Gisèle Halimi. L'hostilité à la guerre du Golfe. Mais pour Gisèle Halimi, la priorité demeure le combat pour l'égalité homme-femme. Elle en profite donc pour convertir Jean-Pierre Chevènement à sa grande idée de la parité. La nature est sexuée, il faut que la politique le soit. En 1994, il y a eu cette élection européenne et elle a accepté de faire une liste commune avec nous. Une liste paritaire, bien entendu. Il faut secouer de terribles inerties. Ça renouvellerait la vie politique, ça rapprocherait la décision des citoyens et des citoyennes. Et pourquoi pas plus de femmes que d'hommes? Parce que, à la naissance, c'est l'humanité qui est faite comme cela. Cette liste n'a fait que 2,5%, ce qui était modeste. Le résultat n'a pas été à la hauteur. Cet échec électoral n'entame pas la volonté de Gisèle Halimi de combattre pour la parité et s'attaquer ainsi à la racine du mal. Imaginez un monde où il y a à l'Élysée une présidente de la République, au Sénat, une présidente, à l'Assemblée nationale, une présidente, au Conseil constitutionnel, une présidente, et ainsi de suite. J'ai entendu près de moi épouvanter un homme qui disait « Ah mais c'est un cauchemar !» Alors ce que je dis aujourd'hui aux femmes, il faut que nous soyons 50% de toutes les assemblées élues. C'est ça que j'appelle la parité. Et si la gauche hésite sur la parité en politique, tant pis. Gisèle Halimi se tourne de nouveau vers une femme de droite. Nous allons avec Gisèle faire, si j'ose dire, la tournée des popotes. Roselyne Bachelot, fondatrice de l'Observatoire de la parité entre les femmes et les hommes. Avec la rencontre des 3 principaux candidats à l'élection présidentielle de 1995, Jacques Chirac, Lionel Jospin et Édouard Balladur. C'est donc Jacques Chirac qui est élu et tout de suite après son élection est créé l'Observatoire de la parité. Et parmi les femmes que j'ai proposées au président de la République, il y a Gisèle Halimi. Au sein de cette nouvelle institution, l'ancienne avocate veille au grain et rappelle au président ses promesses de campagne. Il avait dit très nettement, et je l'ai cité dans mon rapport, qu'il ne voulait pas de quotas, mais qu'il était pour la parité. Aujourd'hui, il s'interroge. Moi, j'étais très frappée et je dois dire quand même un peu déçue. Face aux caméras des journalistes, Gisèle Halimi incite le nouveau président à faire un geste. Jacques Chirac décide de mettre 12 femmes dans le gouvernement de 1995. Et puis, c'est le psychodrame des Jupettes, avec 8 femmes renvoyées.
Ce sont en effet principalement les Juppettes, les femmes du premier gouvernement Juppé, qui font les frais de ce remaniement. Elles étaient 12, elles ne sont plus que 4. 4 femmes sur 32 ministres. La parité n'est plus à l'ordre du jour. Alain Juppé va justifier ça de la pire des façons. Il va dire « Oui, mais elle tenait des postes peu importants ». On peut se demander pourquoi, justement, elle n'avait pas de poste important. Outrée, Gisèle Halimi repart à l'assaut des plateaux télé. On demande simplement non pas que la loi nous élise, comprenez-moi bien, mais que la loi permette que les femmes soient présentées en nombre égal. Et si on me répond que c'est pas possible, que la Constitution ne le permet pas, je dirais mieux changer la Constitution. Critiqué de toutes parts, Alain Juppé hésite à franchir le Rubicon de la parité. Quant au Sénat, il freine des 4 fers. C'est un ami journaliste qui m'apprend que les sénateurs avaient voté contre la parité. Et au téléphone, avec ce garçon qui est un copain, je dis « allez con ». Et Roselyne Bachelot, avec qui j'ai travaillé au sein de Roselyne Bachelot, c'est une femme grossière. Alors, non, ça ne veut pas dire ça. Jacques Larcher, sénateur des Républicains indépendants de 1977 à 2004. Oui, le Sénat n'est pas imbécile, il peut changer. Il n'est que misogyne. Président. Nous avons voté l'IVG, nous avons voté... C'était pas facile. C'était pas facile, mais on l'a voté. Si vous aviez en face de vous 300 femmes au Sénat, comment vous sentiriez-vous? Très bien. Si vous aviez... Eh bien, alors faites-le. Moi, je serais ravi. Alors faites-le. En maintenant la pression sur l'opinion et l'Élysée, la détermination de Gisèle Halimi est payante. Le 6 juin 2000, sous le gouvernement Jospin, la féministe voit enfin son projet aboutir après une longue bataille de près de 20 ans. Grâce à la loi sur la parité, le nombre de femmes députées est passé de 6% en 1993 à 38% en 2017. Que de chemin parcouru depuis sa Tunisie natale. Gisèle Halimi entre dans l'hiver de sa vie. La stratège du féminisme continue pourtant de combattre, de manifester, de penser et d'écrire. Le 28 juillet 2020, la cause des femmes perd sa plus grande avocate. Son histoire, c'est désormais la nôtre. À l'égard de celles et de ceux qui se posaient la question, au fond, pourquoi ces combats féministes? Alors, je ne dis pas que mon engagement tout entier vienne de là, mais la blessure d'enfance que j'ai subie, puisque j'avais un amour fou pour ma mère qui, elle, me rejetait et m'a rejetée jusqu'à sa mort, m'a conduit à un engagement pour que les femmes ne ressemblent pas à ma mère, finalement. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Gisèle Halimi, La cause des femmes, est un podcast coproduit par Initial Studio et Kilaom Productions, adapté du documentaire audiovisuel éponyme, coproduit par Kilaom Productions et Lina, réalisé par Cédric Condon et écrit par Jean-Yves Le Naour, avec la voix d'Elsa Le Poivre. Musique originale, Philippe Chariot et David Lassalle. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Louise Nguyen, assistée de Marie Agassan. Montage, Camille Legras, avec la voix d'Alix Martineau.